Donc bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir ce mois-ci. Et donc, comme chaque mois, on est ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projet innovant, dans le but de vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils aussi pour créer encore et toujours de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Renaudino, qui est à Bonjour. l'origine de Jumbo Mana, et Wouter van der Veen, qui est le directeur scientifique de l'Institut Van Gogh. Nous avons donc d'un côté Jumbo Mana qui maîtrise des outils technologiques liés à l'IA et un spécialiste de Vincent Van Gogh. Et ils vont nous présenter le fruit de leur collaboration. Et leur objectif, c'est de nous permettre d'avoir une discussion avec Vincent Van Gogh en se rapprochant le plus possible de la réalité. Nous allons les écouter pendant une trentaine de minutes environ et ensuite on prendra le temps pour vos questions. À la fin de la séance, qui est donc enregistrée, je vous enverrai le lien vers le replay et tous les supports de présentation présentés. N'hésitez pas à transmettre ces supports de présentation dans vos réseaux, le replay aussi, auprès de vos partenaires. Avant de passer la parole, je voulais vous dire que la prochaine mensuelle aura lieu le 13 avril à 10 heures, donc dans 3 petites semaines. On recevra l'équipe de Vimercio, qui est le premier vidéo bot low-tech conçu pour les professionnels de la gastronomie et de l'hôtellerie. C'est un super beau projet aussi. Je vous invite à suivre les différentes invitations que je vous envoie et à vous connecter le 13 avril à 10 heures pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi à transmettre cette invitation dans vos réseaux, invitez vos partenaires, vos adhérents éventuellement pour qu'ils participent. Le 4 mai prochain aussi, il y aura le grand marché des petits producteurs de l'innovation. Ça se passera à Strasbourg, aux ateliers éclairés. Notez-vous la date, le 4 mai, à partir de 9 heures. Le grand marché, ce sont les intervenants des mensuels qui viennent en vrai vous rencontrer en Alsace. Et il y aura aussi une conférence inspirante le matin qui portera sur le tourisme régénératif. Voilà, j'ai fait ma petite page de publicité. Je passe la main à Christophe pour la suite. Très bien, merci. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Très bien. Donc, oui, moi, je m'appelle Christophe Renaudino. Je suis le CEO de Jumbo Mana et le but, c'est de vous présenter ce qu'on fait et notamment notre projet d'IA générative pour le secteur culturel et touristique. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement, notamment sur quoi on travaille en termes d'IA, parce que l'intelligence artificielle, c'est un grand monde et il y a plusieurs spécificités. Donc, moi, je suis expert en intelligence artificielle avec un background, j'ai fait un background académique au sein de l'Université de Nantes. Et depuis 2020, je me suis vraiment spécialisé sur les IA génératives. Donc, c'était vraiment au tout début des des premiers réseaux de neurones qui traitaient justement sur les IA génératives. Et j'ai notamment fait plusieurs publications internationales, notamment sur la génération de peintures de Monet par IA ou des projets Horizon Europe. Et moi, ma spécificité dans l'IA générative, c'est vraiment l'IA comportementale et notamment de contrôler l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse s'approprier une technique ou un personnage et d'être au plus proche de celui-ci. Notamment ma publication sur Monet, le but, ce n'était pas juste de peindre des tableaux de Monet ou de faire du style transfert. Le but, c'était vraiment de retrouver les coups de pinceau de Monet et de se rapprocher vraiment de cette technicité pour que lorsque l'IA génère l'image, on retrouve ses coups de pinceau, etc., et vraiment sa manière de peindre. Et aujourd'hui, sur la génération de texte, je m'intéresse vraiment aussi, on le verra après, vraiment aussi à pas juste générer du texte, générer du son voilà, ou des médias, mais vraiment à ce que l'IA soit contrôlée, spécialisée pour vraiment générer un style qui lui soit propre.
Et le but, c'est vraiment de pouvoir rendre l'IA la plus authentique possible. Donc, notre projet part d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui va être avatar, personnage virtuel ou personnage de jeux vidéo, aujourd'hui, sont visuellement de plus en plus réalistes. On pousse les graphismes jusqu'au photoréalisme, et pourtant, ces personnages-là n'ont aucune intelligence avancée. Donc, ça veut dire qu'on a une dichotomie entre le réalisme des personnages 3D qui va être de plus en plus réaliste et l'IA qui les incarne, qui est dénuée de toute autonomie ou de toute intelligence. Donc, il y a une vraie dichotomie entre le réalisme de ces personnages 3D et l'intelligence qu'on peut leur doter. Et donc, à l'heure actuelle, Jumbo Mana, nous, on travaille beaucoup dans les ICC, donc les industries culturelles et créatives, notamment dans le domaine de la culture, de l'édition et du jeu vidéo. Et notamment sur ce dernier point, dans le domaine du jeu vidéo, qui est le secteur quand même qui porte le plus les technologies dans les ICC, et justement où les personnages virtuels sont au cœur de leur activité, ils ne travaillent absolument pas sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les personnages, ils n'ont aucune intelligence, ils n'ont aucune autonomie, et pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tout est scripté. Ça veut dire que dès que vous voulez mettre en place un personnage, par exemple culturel, etc., en général, les messages, ils sont scriptés, ils sont prédéfinis, toute l'animation, pareil, est précalculée, et ils sont vraiment sur une production faite à la main. C'est-à-dire qu'on est sur une production sur mesure, et pour chaque nouveau personnage, une fois que le travail est terminé, il n'y a aucune adaptation possible. Donc, ils travaillent via une approche traditionnelle avec des logiciels d'animation ou de script comme 3ds Max, Blender, Unreal Engine, mais il n'y a aucune industrialisation et aucune automatisation. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, développer des personnages virtuels en 3 dimensions qui ont des émotions, qui ont des réactions crédibles, des vraies interactions cohérentes avec le visiteur, ça coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, notre solution et notre positionnement, c'est justement d'industrialiser la création, la création de personnages virtuels intelligents et autonomes. En fait, on va créer ce qu'on appelle des digital humans, qui va permettre de rendre ces personnages virtuels pleinement vivants, avec leur propre intelligence et qu'ils soient pleinement autonomes. Et tout ça, justement, grâce aux IA génératives. Parce que le but des IA génératives, c'est que tout ne soit pas calculé, mais c'est vraiment l'IA qui va générer le contenu, qui va prendre possession des avatars et les faire animer, parler, discuter directement par l'IA, et tout est génératif. Et du coup, chez Jumbo Mana, notre positionnement, c'est vraiment de rendre les personnages virtuels pleinement vivants, d'accord, qu'on puisse converser avec eux, tout comme on converse avec un être humain. Et du coup, pour humaniser l'intelligence artificielle, qui est notre mission première, on va doter à nos IA de tous les comportements humains possibles. Donc, ça va commencer par sa capacité à converser à la fois de manière cohérente et surtout réaliste avec un utilisateur, style ChatGPT. Mais aussi, le but, c'est vraiment qu'on est sur le personnage 3D. Donc, nous, on n'est absolument pas, on ne va pas se positionner comme un agent conversationnel ou comme un chatbot. Le but, c'est vraiment d'avoir un personnage qui a ses propres animations faciales, et on s'intéresse beaucoup sur les comportements non verbaux. Donc, c'est-à-dire on va aller sur les émotions, voilà, la réalisation des émotions faciales en lien avec la génération de texte, et aussi tout ce qui est body language, donc tout ce qui est comportements non verbaux avec la gestuelle des mains, du corps, etc. Pareil, en phase avec ce que l'avatar, le personnage 3D, est en train de raconter. Donc, le but, c'est vraiment de créer une IA qui soit capable de prendre possession et d'incarner un personnage virtuel en 3 dimensions. Donc, en fait, on modélise, par exemple, Vincent Van Gogh, et l'IA va prendre possession de ce modèle 3D et après générer
être en full génératif pour après interagir avec les utilisateurs. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait une vraie adéquation entre l'ensemble de la génération, donc entre la génération de la voix, la génération des émotions faciales, la génération du discours, etc., que tout soit cohérent pour vraiment humaniser cet avatar, ce personnage virtuel, pour que la relation avec l'utilisateur soit la plus saine et la plus fluide et la plus cohérente possible. Donc aujourd'hui, nous, on se concentre sur le personnage statique, mais l'objectif de Jumbo Mana, c'est vraiment d'étendre au mouvement du personnage et vraiment jusqu'à l'interaction avec son environnement, etc. Donc, vraiment d'avoir un personnage pleinement autonome, mais on fonctionne on fonctionne par étapes avant d'avoir voilà, cette IA qui demain pourra être pleinement autonome et se rapprocher d'une personne humaine. On dote également nos IA de sens de perception. Et le but, c'est vraiment, pareil, dans l'interaction avec ces personnages 3D, c'est d'être le plus ergonomique et le plus simple possible. Donc, le but, ce n'est pas de saisir le texte, de parler, encore une fois, comme un chatbot. Nous, on n'est pas du tout sur ce positionnement-là. Le but, c'est vraiment de parler avec la voix. Donc, c'est-à-dire que l'IA comprend ce que vous dites. Donc, on travaille sur la reconnaissance vocale pour comprendre justement toute la sémantique des propos de l'utilisateur. Donc, l'IA va vraiment comprendre toutes les questions que vous lui posez, si vous lui faites une blague, etc. Et on a vraiment une précision très forte, quasiment à plus de 98%, sur la compréhension. Donc, on est vraiment, voilà, avec un micro, on va vraiment pouvoir parler avec l'avatar de la manière la plus fluide possible. Et l'avatar, lui, après, a sa propre voix avec de la synthèse vocale pour répondre pareil avec le dialogue, pour mixer à la fois l'écrit et aussi le son, la voix, pour être pareil le plus accessible possible à l'ensemble des visiteurs. Et par rapport à tout ça, nous, notre valeur ajoutée, au-delà de tout ça, en tout cas notre positionnement qui est vraiment unique dans la communauté scientifique, dans les IA génératives, c'est que nous, le but, c'est vraiment de créer des personnalités dans les IA génératives. Donc, le but, c'est vraiment pas d'avoir une IA qui soit la même pour tout le monde. Le but, c'est vraiment d'avoir autant d'IA qu'il y a de personnalités à incarner. Et du coup, le but, c'est vraiment d'avoir une vraie personnalité que l'IA pour incarner, avec une connaissance qui lui soit propre, avec sa propre voix, avec un style d'écriture, d'expression qui soit, pareil, propre au personnage, qui soit cohérent par rapport au personnage. Et cela, pareil, encore une fois, tout généré entièrement par l'IA. Donc, encore une fois, moi, ma spécialité, c'est vraiment de contrôler l'IA générative. Donc, c'est pour ça que le but, c'est vraiment de se dire, voilà, je fais de l'IA générative, c'est une boîte noire, certes, mais le but, c'est quand même d'avoir un contrôle très fin sur ce que l'IA va générer pour être certain que les propos qu'elle dise y soient véridiques, pour être certain que le style soit cohérent avec la personnalité ou le personnage qu'on incarne. Et même si aujourd'hui, on ne sait pas exactement les mots qui vont être utilisés, on ne peut pas prédire exactement les mots qui vont être dits, la manière dont ils vont être dits. Par contre, on peut assurer, on peut garantir que les propos sont véridiques et que le style soit cohérent par rapport à la personnalité. Et du coup, pour finaliser là-dessus, donc encore une fois, notre but, c'est de pas de concurrencer les GAFA ou ChatGPT, qui eux ont vraiment leur but à eux, c'est vraiment de créer des IA qui sachent faire tout et qui aient une connaissance absolue de tout le savoir, mais qui sont un peu, voire beaucoup déshumanisés. Nous, notre but, c'est justement d'humaniser l'IA. Donc, ça veut dire que nos IA, elles ne vont pas savoir jouer au Go, elles ne vont pas savoir jouer aux échecs, mais par contre, elles vont incarner une personnalité avec toute son histoire, tout son background, toute sa personnalité.
Donc, grâce à cette technologie, nous, on développe des IA justement qui soient capables d'imiter des comportements humains pour avoir des interactions plus authentiques, d'aller à la fois sur le comportement physique de la génération jusqu'au comportement social et avoir vraiment des IA qui soient plus proches de l'humain, avec qui on peut converser, encore une fois par la voix, pour que ce soit le plus simple et le plus ergonomique possible, et qu'on puisse échanger avec ces digital human aussi facilement qu'on échange avec un autre humain. Et le but de cette technologie, de cette nouvelle médiation, c'est vraiment de passer du visiteur spectateur au visiteur acteur. Le visiteur, le but, c'est de vraiment l'impliquer dans la médiation culturelle, où il va poser lui-même ses questions pour en apprendre plus sur telle personnalité, sur tel territoire, sur tel lieu de visite, pour faire de la recherche d'informations de manière très ludique et enfin pour se divertir. Donc on est vraiment sur un triptyque, apprendre, s'informer, se divertir. Et le but, c'est vraiment d'impliquer justement l'utilisateur dans ces éléments, dans son apprentissage, dans sa quête d'information, dans sa manière de se divertir, et qu'il soit vraiment que le visiteur ou l'utilisateur soit vraiment au premier plan et ne soit pas juste là en mode passif, mais qu'il soit vraiment actif. Et du coup, le fait, grâce à notre technologie, surtout de pouvoir industrialiser ces technologies, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va pouvoir démocratiser ces digital humans, parce qu'en fait, on va diviser le coût de production par 2 jusqu'à 3 à qualité égale. Donc, c'est-à-dire que demain, voilà, vous avez besoin de faire notamment dans le secteur du jeu vidéo où tout est fait à la main. Nous, en fait, on va pouvoir leur proposer des solutions où, grâce aux IA génératives, ils vont pouvoir réduire leurs coûts. C'est une solution unique qui permet vraiment d'interagir avec des personnages virtuels intelligents et en autonomie en temps réel. Donc, le but aussi, c'est de s'approcher du temps réel. Donc, le temps réel, le vrai temps réel, normalement, c'est une réponse, 30 réponses par seconde pour être un framework de 30 images secondes. Mais nous, on est déjà à des temps de calcul à 1-2 secondes. Et dans une conversation, de toute façon, on n'attend pas du vrai temps réel. S'il y a quelques secondes de latence, ça ne pose pas de problème dans un échange conversationnel. Mais le but, c'est vraiment de ralentir ces temps de calcul, parce que derrière, il y a des IA, quand même, on est sur des larges modèles, donc c'est des IA à plusieurs milliards de paramètres qui nécessitent beaucoup de temps de calcul pour générer les rendus. Mais nous, avec nos technologies, on est vraiment capable de réduire ce temps à quelques secondes pour vraiment avoir une fluidité dans l'échange et qu'on ne soit pas dans l'attente à chaque fois d'attendre les réponses, etc. Et tout cela sans post-production, sans éléments précalculés. Vraiment, on est le plus fluide possible. Donc, tous ces travaux, ils sont faits en interne et avec le laboratoire de recherche de l'ISEN de l'Université de Paris-Saclay. Donc, on a à la fois, nous, on a des profils chercheurs en IA assez reconnus et on travaille aussi avec des laboratoires de recherche, notamment Paris-Saclay, qui sont vraiment, eux, spécialisés justement sur la personnification de l'IA, qui travaillent à la fois, donc ils ont des experts en IA, mais ils travaillent aussi beaucoup avec des psychologues, vraiment avec tous les corps de métier pour apprendre justement qu'est-ce qu'une conversation avec un agent virtuel cohérent, etc. Donc, ils travaillent vraiment avec plein de corps de métiers différents et ils nous apportent justement leur expertise dans la réalisation de nos technologies. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une vraie avance technologique sur nos futurs concurrents, parce qu'encore une fois, on est vraiment les seuls à se positionner sur la personnification de l'IA. Et enfin, cette technologie, ça ouvre aussi une potentialité créative nouvelle, parce qu'en fait, grâce à ces VATA, on va pouvoir créer de nouvelles formes de médiation culturelle, de nouvelles formes aussi de méthodes éducatives et de valorisation des territoires. Donc, ça apporte aussi tout un nouveau, c'est un nouveau média, un nouvel objet qui va vraiment pouvoir créer de nouvelles formes d'interaction.
Et du coup, justement, pour parler de valoriser les territoires, aujourd'hui, si on doit valoriser un territoire, si on doit valoriser un lieu, qui mieux qu'une célébrité ou un personnage célèbre lui-même pour le présenter et valoriser son propre territoire. Donc le but, c'est vraiment de remettre des personnages emblématiques au cœur de la médiation culturelle, au cœur de la relation visiteur, et que ce soit vraiment ces personnages qui portent les différents messages. Et justement, la digitalisation des personnages virtuels emblématiques va permettre d'offrir une médiation scientifique et culturelle d'un nouveau genre, beaucoup plus qualitative et captivant pour les utilisateurs. Typiquement, on verra avec Van Gogh, mais voilà, parler à un avatar quelconque qui va nous parler de Van Gogh ou parler à Van Gogh lui-même, ce n'est pas du tout la même expérience. Et le but, c'est que l'IA incarne ces personnages virtuels et puisse raconter tant la grande que la petite histoire, tout en accompagnant l'offre touristique et tout ça grâce aux IA génératives. Donc maintenant, on va vous présenter avec Wouter le projet Van Gogh, qui a pour motivation ni plus ni moins que ramener Van Gogh à la vie grâce à une IA qui incarne au plus proche Vincent Van Gogh. Donc, ce projet s'inscrit dans l'exposition 2023 sur Vincent Van Gogh. Je vais laisser Wouter justement présenter le contexte, présenter l'exposition dans sa globalité et voilà. Wouter, je te laisse. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de ce moment de partage. Donc, effectivement, moi, je suis spécialiste de Vincent Van Gogh depuis de nombreuses années. Ça va faire 25 ans maintenant. Et 2023 est une année vraiment très, très particulière pour l'héritage de Vincent Van Gogh. C'est notamment les 170 ans de sa naissance, bon, ce qui est un chiffre rond, mais qui n'est pas si parlant que ça, mais surtout les 50 ans d'existence du musée Van Gogh. Et effectivement, ça fait 50 ans qu'ils tiennent avec une programmation autour d'un seul artiste qui pourtant il ne cesse de se renouveler, qu'on connaisse un succès incroyable. Le thème de cette exposition pour 2023, donc exposition vraiment marquante de jubilé, c'est Vincent Van Gogh à Auvers. Et Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise, c'est en fait son séjour, les 70 derniers jours. Pardon ? Non, pardon. C'est les 70 derniers jours qu'il a passé dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Paris et où il a vécu les 70 derniers jours de sa vie en créant plus de 75 tableaux et où il est décédé dans une petite chambre mansardée de 7 mètres carrés. Autour de sa vie et de son œuvre, il y a énormément de fantasmes et il y a énormément de questions qui ne cessent d'être posées. C'est aussi un artiste sur lequel on a énormément d'informations, puisqu'on a la chance d'avoir sa correspondance, qu'il échangeait essentiellement avec son frère, et qui compte à peu près 1 million de mots, donc il y a 900 lettres, et qui couvre une période de 17 ans. On a 875 tableaux, on a pas mal de documents même qui parlent de Vincent Van Gogh, qui lui sont contemporains. Donc on a une base de données vraiment très, très riche pour pouvoir évoquer ce personnage. Alors, quand Christophe m'a approché avec cette idée d'IA, alors il a touché une corde sensible chez moi qui est à la fois mon intérêt pour les technologies nouvelles, innovantes, même si je n'y connais pas grand-chose, mais ça me fascine. Parfois, dans ce qu'il dit, ça me fascine et ça m'inquiète aussi. Il s'agit de ressusciter des gens qui ne sont plus là, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu et effectivement, il vaut mieux dompter ces IA que de se laisser envahir par ces réalités. Mais en tout cas, ma spécialité aussi, c'est justement au sein même de la correspondance de travailler sur le langage de Van Gogh. Donc, j'ai vraiment analysé ce langage. Ça a été mon premier papier scientifique il y a plus de 20 ans pour quantifier les moments, quantifier les moments où Vincent Van Gogh dévie de la langue française. Parce que les 350 dernières lettres de sa correspondance sont rédigées en français, mais c'est un français particulier puisque Vincent Van Gogh est en néerlandais. Il a appris le français sur le tard et il fait un certain nombre de fautes, d'erreurs. Son langage a des particularités qui donnent un style vraiment incroyable, une syntaxe même très particulière.
Donc, si on veut faire parler Vincent comme Vincent, il faut pouvoir tenir compte de toutes ces particularités. Effectivement, le hasard a voulu que j'ai quantifié toutes ces particularités, mais avec je crois, WordPerfect 2.0 à l'époque, je ne me souviens plus, mais c'était en tout cas pas loin de la machine à écrire, et avec beaucoup de travail. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent évidemment pourraient permettre de faire ce travail-là beaucoup plus vite. Et en tout cas, j'étais très largement séduit par cette idée de pouvoir refaire parler Van Gogh comme Van Gogh. Et au début, j'y croyais pas du tout. Et avec les semaines qui passent et que quand on voit la façon dont ça s'améliore, je suis vraiment bluffé de jour en jour de voir à quel point ça avance. En tout cas, on est dans un contexte donc, de 3 expositions. Hein. Christophe, tu as 2 expositions, mais il y en a 3. D'abord de mai à septembre au musée Van Gogh. Ensuite, de septembre à janvier 2024, l'exposition au musée d'Orsay. Et de octobre 23 à septembre 24, il y a une exposition au château d'Auvers, qui est 1200 mètres carrés, où pareil, on va recevoir des centaines de milliers de personnes pour expliquer le séjour de Vincent Van Gogh à Auvergne. On est vraiment dans un territoire où le meilleur hôte, le meilleur agent d'accueil sera Vincent Van Gogh lui-même. Très bien, merci Wouter. Et justement, dans ce cadre-là, le but, l'objectif, c'est de faire revivre Van Gogh avec une IA justement qui s'exprime à la manière de Van Gogh, en imitant son style de la manière la plus fidèle possible, tout en possédant la connaissance connue aujourd'hui de Van Gogh dans toute sa véracité. Donc ce sera une première mondiale de pouvoir parler à Van Gogh. C'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé à ce niveau-là avec des IA génératives. Et du coup, ça offre une vraie nouvelle approche dans la médiation culturelle grâce au dialogue. Donc, on a modélisé Van Gogh pour permettre justement à l'IA de prendre possession de Van Gogh et d'interagir avec le grand public. Donc, ce projet, c'est un projet scientifique avant tout. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas là pour faire un gadget. Le but, c'est d'être le plus rigoureux possible dans l'approche et les protocoles mis en place. Donc, pour cela, Wouter en a parlé. On a pu avoir accès à toutes les lettres de Vincent Van Gogh. On a reconstitué la première dataset IA dédiée à Van Gogh en regroupant toutes les sources les plus fiables possibles sur Van Gogh pour justement alimenter cette base de connaissances. On travaille bien sûr avec Wouter qui est pour s'assurer justement du bon protocole scientifique et nous challenger fortement sur ce que fait l'IA et ce qui nous permet vraiment de repousser nos limites en termes d'IA générative pour coller au plus proche de la personnalité de Van Gogh. Et enfin, comme j'ai dit en préambule, on travaille aussi avec le LISEN de Paris-Saclay. Tout cela nous permet du coup d'avoir une IA au plus proche de Van Gogh, avec une IA générative justement qui va dialoguer avec le visiteur, avec la connaissance de Van Gogh. Donc là, justement, c'est très important, c'est que la véracité est vraiment au cœur de nos travaux. Donc contrairement aux autres IA génératives comme ChatGPT, qui peuvent des fois raconter beaucoup de bêtises, parce qu'il n'est pas expert sur Van Gogh, il n'est pas expert de son sujet, et du coup, il va inventer des réponses qui sont très plausibles pour le commun des mortels, mais pour un expert qui sont totalement fausses. Et du coup, ça, on n'est absolument pas dans cette démarche-là. Le but, c'est vraiment que tous les propos racontés par l'IA soient vraiment véridiques et vérifiés via les sources qu'on a dans la base de connaissances. Et du coup, c'est justement là aussi notre vraie expertise, c'est qu'encore une fois, on contrôle la génération de l'IA pour garantir la véracité des propos. Ensuite, encore une fois, mon expertise, c'est sur l'IA comportementale. Donc, le but, ce n'est pas juste de se focaliser sur le conversationnel, mais aussi sur l'ensemble des comportements. Donc, le but, c'est de mettre en adéquation le dialogue avec l'animation du modèle 3D pour avoir un vrai échange le plus authentique et le plus humain possible avec Van Gogh.
Et enfin, la dernière partie qui est la plus importante et la plus scientifiquement parlant, la plus emblématique, c'est là de faire de l'IA générative avec l'intégration de personnalités. Donc, c'est là où on travaille beaucoup avec Wouter, qui est, encore une fois, voilà, qui est vraiment expert sur le langage de Van Gogh et qui va vraiment pouvoir nous challenger, nous corriger pour vraiment que la personnalité de Van Gogh dans sa manière de s'exprimer soit au plus proche de la réalité. Et le but, c'est vraiment de pouvoir imiter le style de Van Gogh et que l'IA vraiment incarne au plus juste Vincent Van Gogh. Enfin, bon, le dispositif qu'on va mettre en place au Château d'Auvert, il est assez simple. C'est une borne digitale où un micro directionnel est positionné à 1 mètre sur, par exemple, un manche debout, et où les visiteurs vont pouvoir directement dialoguer avec Vincent Van Gogh, avec des enceintes intégrées directement dans la borne pour entendre la réponse de Vincent Van Gogh. Donc, juste pour finaliser sur Jumbo Mana, donc on est une start-up basée à Strasbourg. On est une petite dizaine de personnes. On est surtout des profils chercheurs et ingénieurs en IA. Et on est soutenu par de nombreux acteurs, donc comme la région du Grand Est, Semia. Donc, on a incubé au sein de Semia, qui est un incubateur de start-up du Grand Est. Et on est fortement soutenu aussi par BPI France, puisqu'on voilà, on a été labellisé en ce début d'année Deep Tech. Donc, les projets Deep Tech, c'est des projets qui utilisent des technologies de rupture, qui nécessitent des investissements assez importants, mais qui cherchent vraiment à étendre l'état de l'art scientifique et à vraiment révolutionner l'IA avec des nouvelles approches. On travaille également avec le CNC et on a également intégré des programmes de start-up avec OVH et NVIDIA. On a aussi des relations avec NVIDIA directement avec leur programme Inception, puisque du coup, l'intelligence artificielle consomme beaucoup de cartes graphiques pour fonctionner et entraîner les modèles. Voilà pour la présentation. Le but maintenant, j'ai quelques questions justement ou d'échanges avec toi, Wouter, pour expliquer un peu plus le projet, notamment sur le début. Qu'est-ce qui t'a vraiment fasciné sur le projet? Pourquoi tu es tout de suite été partie prenante et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à donner de ta personne justement pour faire que ce projet soit le plus proche de Van Gogh et le plus authentique? Oui. Bon, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question, mais plus globalement, en tant qu'historien, je me suis toujours intéressé au bruit de fond de l'histoire. Au fond, l'histoire, on l'analyse très souvent avec des moments, des événements, une bataille gagnée, une victoire, une révolution. Et c'est ces ponctuants très forts qui jalonnent l'histoire et à partir de laquelle on va construire notre vision de l'histoire. Mais au fond, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les interstices. Mais évidemment, ces interstices ne sont pas documentés et beaucoup moins documentés. Ils sont même souvent à l'ombre des grands événements. Et quand on étudie Van Gogh, c'est un peu pareil. On voit les œuvres clés, mais on ne voit pas ce qu'il a fait le matin en se levant. On ne comprend pas très bien à qui il a parlé au détour d'un chemin. On sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais qui sont pourtant fondamentales et qui, à mon sens, sont même beaucoup plus importantes. Et en parlant avec des historiens asiatiques, au Japon notamment, on analyse beaucoup l'histoire de cette façon-là. On s'intéresse au passage des choses, c'est-à-dire pas tellement les grands événements, mais justement à ce bruit de fond historique. Et ça, c'est dans ton projet, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'est qu'on allait pouvoir, à partir de ce qu'on avait, les documents qu'on avait, faire travailler l'IA pour qu'elle reconstitue quelque part ce bruit de fond historique. Et faire en sorte qu'il soit le plus juste possible, c'est un challenge incroyable, évidemment. Mais voilà, en tant que chercheur, évidemment, j'adore chercher. Et pour moi, le but, c'est pas toujours de trouver, mais c'est bien de chercher. Et cette opportunité de ce côté-là est incroyable, est vraiment, vraiment formidable.
C'est vrai, on échangeait en amont avec Diana. C'est vrai que justement, de mettre la personnalité en avant par rapport aux œuvres, ça permet aussi de mieux comprendre les œuvres. Complètement. Ça ouvre des possibilités quasi infinies, hein, puisque l'infini, on l'imagine souvent comme une extrémité vers le plus ou vers le moins. En tant qu'historien, on a tendance à dire que non, l'infini, il est au centre. C'est-à-dire que c'est le premier terme du mot intelligence. C'est lire entre les lignes, hein. L'étymologie d'intelligence, c'est interlinéaire. C'est qu'est-ce qui se passe entre les lignes, qu'est-ce qu'on n'a pas dit mais qui existe quand même ou qui a existé. Et c'est dans cette zone-là qui est à la fois donc, un poil inquiétante, parce qu'on confie ce qui fait l'essence d'une personnalité à une machine, il y a un côté dystopique là-dedans qui peut inquiéter. Mais en même temps, voilà, cette évolution, elle est en route. Et je pense que c'est important d'occuper le terrain. Et pouvoir, dans un projet comme celui-ci, qui est infiniment sympathique, faire se rencontrer le high-touch et le high-tech, c'est fabuleux. Et encore une fois, ça nous permet vraiment de voir des rapports entre pourquoi il peint un ciel étoilé quelques semaines après avoir peint un bouquet de tournesol. Et qu'est-ce qui fait que ces choses-là deviennent mondialement connues et sont encore sur des t-shirts 130 ans plus tard? Voilà, ce côté infini devient un peu plus accessible grâce aux technologies que tu es en train de développer. Très bien. Et pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, ton avis justement sur les IA génératives un peu plus globales dans justement le domaine culturel, dans la médiation culturelle. Comment tu vois un peu tout ce qui se passe avec les GAFA, ce qu'on est en train de développer? Quel est ton ressenti justement sur la tournure que prend l'intelligence artificielle justement dans le domaine culturel? Je vais être bref parce que ça change tout le temps. C'est-à-dire que l'évolution est tellement rapide en ce moment que l'opinion que je pouvais avoir sur cette question il y a 3 semaines, c'est plus la même aujourd'hui. Et je suis absolument certain que dans 3 semaines, elle sera encore différente. Ça va tellement vite. Mais l'intérêt global, on va dire, c'est qu'effectivement, on fait une économie formidable de moyens, hein, alors que les moyens mis en œuvre sont énormes. Mais dans le contact entre le public et la source, c'est-à-dire ce qui va l'intéresser, là, il y a une formidable économie de moyens qui se met en place et qu'au fond, l'accessibilité à l'œuvre devient plus immédiate grâce à ce déploiement technologique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de diriger vers l'œuvre. C'est pour ça, oui, je conclurai là-dessus, c'est qu'on voit beaucoup en ce moment de projets immersifs avec l'Atelier des Lumières, par exemple, pour ne pas les nommer. Les gens rentrent dans des grandes salles avec d'immenses fresques digitales, des projections, notamment beaucoup avec Van Gogh, des tournesols qui volent, des étoiles qui tournent. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que ça éloigne de l'œuvre, ça rapproche du spectacle. Mais ces visiteurs-là, qui ne sont pas forcément un public muséal, quand ils vont au musée, souvent sont un peu déçus parce qu'ils voient une petite œuvre qui ne bouge pas. Et je crois que ce type de technologie ici, si on le fait intelligemment, si on le fait bien, permet justement d'aller vers l'œuvre au lieu de l'en éloigner. Donc là, je vois un enjeu formidable de ces technologies. Parfait, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était super intéressant, hein. J'espère que vous avez quelques questions à poser, soit à Wouter, soit à Christophe. On en a une sur le chat, en tout cas, qui concerne les dérives, effectivement, dans le fait de recréer l'histoire d'un personnage. Est-ce que ce n'est pas parfois dangereux? Alors, on ne recrée pas l'histoire, il n'y a pas d'interprétation. Et c'est pour ça justement que on cherche vraiment, et c'est vraiment notre spécificité, d'être au plus proche des propos véridiques, et notamment sur Van Gogh. Il y a encore des travaux à faire, parce que même sur Wikipédia, on s'est rendu compte qu'il y avait des données erronées, des propos qui sont faux. Et du coup, ça fait partie aussi du travail et qui est primordial. C'est en effet de se dire voilà, comment faire en sorte d'avoir des sources fiables. Par exemple, on a pu récupérer les lettres et les différentes données. Du musée d'Orsay, il y a aussi beaucoup de données autour de Van Gogh, Wikipédia, etc. Voilà, il y a une multitude de sources qui, des fois, se contredisent.
Et le but, c'est justement de mettre ça en avant et toujours d'être dans la véracité. Et c'est pour ça que Wouter est important, parce que du coup, vu qu'il est expert, entre guillemets, c'est lui qui peut arbitrer sur justement qu'est-ce qui est faux, qui peuvent circuler sur Internet. Il y a beaucoup de préjugés, de fausses informations sur Van Gogh. Oui, Et, alors, sauf si je me permets ouais, d'ajouter quelque chose à ça, c'est qu'effectivement, il est très important que l'utilisateur final sache qu'il parle à une IA et pas à un fantôme du passé. Effectivement, le danger, il est là. C'était celui que le musée d'Orsay nous avait mis en avant immédiatement. On touche à l'histoire de quelqu'un qui a aussi eu des problèmes psychologiques, hein, qui l'ont amené notamment à un suicide, ce qui n'est pas rien, et à l'automutilation. Il faut qu'on fasse extrêmement attention avec ça. Effectivement, quand on touche à l'humain, on touche à ce qui est une délicatesse infinie. On est en train il faut faire très attention avec cette dentelle-là, ne pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment que la personne qui est devant une borne, mais je crois que le dispositif s'y prête, la personne qui est devant une borne avec un micro se rend bien compte qu'elle n'est pas en train de parler à un être humain ressuscité. Donc autant il faut être extrêmement scientifiquement juste, et je ferai tout pour veiller à ça, mais je pense qu'il faut aussi affirmer très clairement qu'il s'agit d'une IA et pas donc d'un esprit du bien passé. sûr. La tentation peut être là, il faut faire attention avec ça. Merci pour cette réponse. On a également dans le chat Sarah qui a fait part d'interrogations. Sarah, est-ce que vous souhaitez prendre la parole peut-être pour mieux expliquer sinon, je peux lire ce que vous avez mis. Ok, moi je vais lire. Comment convaincre ceux ayant des réticences à l'IA de son apport bénéfique dans le monde de la culture et de les faire participer à l'exposition? Par exemple, certaines générations ont des difficultés à prendre part aux nouvelles technologies dans les musées et préfèrent juste visiter. Oui, il y a plusieurs questions dans cette question. C'est vrai que les nouvelles technologies s'adressent forcément plus facilement à des jeunes publics. Et c'est là aussi l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est que ça permet aussi d'être une porte d'entrée pour des profils ou pour des jeunes qui ne sont pas forcément attirés de base à la culture, à Van Gogh, etc., de les inviter, et notamment le dispositif s'y prête bien, c'est d'être le plus ergonomique possible et de les passer acteurs. Donc peut-être que quand ils vont voir la toile ou qu'ils vont écouter le guide, ça va peut-être passer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Et par contre, quand ils vont être acteurs, poser leurs propres questions directement à l'avatar, ça va les inciter à en apprendre plus, se rendre compte qu'en fait, il y avait plein de choses, qu'ils avaient des priori, par exemple, voilà, Van Gogh de son époque n'était absolument pas aussi reconnu qu'il l'est aujourd'hui, qu'il a dû beaucoup travailler sa peinture pour arriver là où il en est, et que pour un jeune, en effet, ça peut être des messages qui peuvent leur parler, et du coup l'inciter après à aller plus loin sur la vie de Van Gogh, sur ses œuvres et sur l'histoire de l'art. Oui, j'ajouterais à nouveau que le dispositif, évidemment, il est en marge de l'exposition. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout indispensable. Les expositions, déjà au musée Van Gogh, on n'y sera pas dans un premier temps, on sera au musée d'Orsay, vraisemblablement, et on sera ouvert. Mais dans ces expositions, l'exposition sera parfaitement visitable sans cette intelligence artificielle. L'avatar, il sera en marge à la fin, un peu de côté, où ce sera vraiment parce que les gens auront envie d'y aller, qu'on la fera fonctionner. Mais on ne la mettra pas sur le chemin des gens comme quelque chose d'obligatoire. Merci. Sarah, ça vous va comme réponse? Et après, C'est juste parfait. pour conclure aussi, c'est que vu qu'on est sur de l'approche orale et qu'on veut être le plus ergonomique, contrairement aux autres solutions, tablettes, etc., on est beaucoup plus ergonomique et accessible aussi aux personnes qui sont un peu moins jeunes, parce qu'elles ont juste à parler
et pas forcément à naviguer dans des menus ou à prendre possession vraiment d'éléments digitaux. Et notamment à côté, on travaille dans le domaine de la santé et notamment sur des profils beaucoup plus âgés. Et justement, notre technologie permet d'avoir un assistant beaucoup plus accessible parce qu'ils ont juste à leur parler plutôt que d'avoir des smartphones ou des tablettes dans les mains que ces profils-là ne maîtrisent pas du tout. Super, merci beaucoup pour ces informations. Antoine avait également une question par rapport aux sources de données. Donc là, dans le cas de Van Gogh, ce sont les lettres de correspondance privée. Comment est-ce que vous pouvez adapter cela sur la manière dont il s'adresserait au public? J'imagine qu'il y a un curseur sur la modélisation du personnage à être plus ou moins fidèle à personnalité. Un personnage renfermé de nature ne souhaiterait peut-être pas s'adresser au public. Est-ce que Antoine, tu souhaites En prendre fait, la on travaille parole? beaucoup sur le style Je peux d'expression compléter si sur jamais c'est l'écrit. c'est pas clair, hein, mais C'est peut-être plus facile Ouais. si tu non, poses la question. ce que je disais dans ma question, c'est que si j'ai bien compris, du coup, votre source de données principale, c'était les lettres de correspondance privée, qui étaient du coup privées avec son frère, mais dans lequel il aborde un ton privé, qu'il n'utiliserait pas forcément dans le domaine du public, et vous générez une IA qui s'adresse à un public. Donc, ce que j'imagine, c'est qu'il doit y avoir un curseur, on va dire, sur la modélisation du personnage, à être plus ou moins fidèle à sa personnalité, parce que l'exemple que je prenais, c'est que quelqu'un qui a la facilité à écrire à sa famille, il l'a peut-être pas à la prise de parole en public, etc. Et donc, en fait, comment est-ce que vous pouvez adapter votre modèle, où j'imagine qu'il y a des choix. Pareil, je me posais la question sur la manière, vous parliez des fautes qu'il faisait à l'écrit. Alors, peut-être qu'il faisait beaucoup de fautes à l'écrit, mais ça se trouve, il était incompréhensible à l'oral, tellement il faisait encore plus de fautes. La question est absolument excellente et vraiment, il y a un vrai challenge à ce niveau-là, bien sûr. Mais la correspondance de Van Gogh a cette particularité d'être un vrai domaine public. C'est-à-dire qu'en fait, dans la culture de sa famille, les correspondances étaient lues à haute voix. On était à une époque où les gens, le soir, avaient pas grand-chose d'autre à faire que de converser, ce qui était sans doute une bonne chose. Et on écrivait énormément. Et dans la famille de Van Gogh, notamment, ce qui était tout à fait usuel, c'était de partager. Tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'ai reçu une lettre d'un tel. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit? Et on lisait la lettre. Et donc, ces lettres étaient écrites de façon pas très intime. Et quand c'était intime, c'était marqué en gros caractères. Attention, ça, merci de ne pas le partager. Mais sinon, il partait du principe que sa lettre allait être lue, allait circuler, allait parfois atterrir dans une autre enveloppe pour être envoyée ailleurs. Donc, on a un cas de figure qui est quand même assez particulier. Et enfin, on a des témoignages de contemporains qui parlent de la façon dont Van Gogh parlait, donc dont il s'exprimait. Donc, avec justement beaucoup de verve, beaucoup d'éclat, en vociférant assez régulièrement, un ton très rapide, un débit saccadé. Donc, on a pas mal d'indications. Mais je répète ce que je disais avant, il faudra évidemment non seulement placer le curseur, mais mettre aussi des warnings. Attention, on n'est pas sur la recréation parfaite. On est sur une évocation et on fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Merci. On a Jenny qui avait des questions très pragmatiques. Est-ce que tu veux les poser de vive voix? Ou est-ce que tu préfères que je lise? Oui, je veux bien. Oui, alors c'est très pragmatique, hein. Alors, je me relis en fait, hein. Combien de temps il faut pour développer une telle IA? Comment se déroule le travail pour la développer? Et puis, évidemment, combien ça coûte? Là, il y a deux phases. Il y a le projet Van Gogh, qui est vraiment un programme de recherche, donc qui a permis de bâtir toutes les briques logicielles pour arriver à cela, où là, en effet, on est sur des budgets assez onéreux, parce que le budget global, il va dépasser il va être à plus de 100 000 euros. Donc voilà, on parle sur les chiffrages à ces chiffres. Par contre, comme je l'ai dit dans ma présentation, nous, on industrialise vraiment cela. Donc le but, c'est vraiment de réduire considérablement le coût de développement pour justement que ce soit accessible à l'ensemble des acteurs. Après,
ça reste quand même du cas par cas, parce que le but, c'est vraiment d'intégrer la base de connaissances, de spécifier vraiment la personnalité et la richesse de la personnalité du personnage qu'on veut mettre en place. Et en fonction de la complexité ou des développements ad hoc, bah forcément, le coût, il va varier. Mais on est sur des budgets à quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord. Et à chaque fois, et le but, c'est vraiment à chaque fois de se dire quel personnage on veut interpréter, à la fois pour faire sa modélisation, etc. La constitution de la base de connaissances, est-ce que vous l'avez déjà à disposition? Est-ce que c'est à nous de la réaliser ou pas? Voilà, il y a un travail là-dessus. Et après, sur la personnalité, est-ce que pareil, on a des éléments? Est-ce qu'on a... Parce que là, après, il y a des problématiques, c'est que Van Gogh, il n'y avait pas de photo de lui, il n'y avait pas d'enregistrement de sa voix. Donc, c'est des choses qui complexifient aussi les choses. Donc après, si on est sur des personnes un peu plus contemporains, on peut avoir beaucoup plus d'archives, beaucoup plus d'éléments pour restituer plus fidèlement la personnalité. Oui, c'est mon cas. Mais justement, c'était la question. Là, je suis au musée Albert Schweitzer. Alors là, effectivement, des lettres de Schweitzer, on en a plus de 10 000. Il y a des enregistrements sonores, des vidéos, 35 000 photos. Oui, ça simplifie grandement les travaux si en effet il y a cette richesse-là. Ça simplifie pour vous, mais de notre côté, par exemple, comment ça se passerait? Parce qu'on ne peut pas, par exemple, toutes ces lettres, elles ne sont pas encore numérisées. C'est en cours, mais on pense qu'il y en a pour au moins 40 ans. Après, il faut déjà voir la première base de lettres, etc. C'est pareil. Encore une fois, ça il y a vraiment deux choses. Il y a la base de connaissances, à savoir vraiment les connaissances qu'il avait, sa vie, sur sa vie, etc. Donc là, en général, surtout sur les personnages célèbres, en général, il y a des sources, etc., qui sont assez faciles à récupérer, sachant que nous, on les récupère de manière brute. Elles sont traitées automatiquement après dans notre outil. Donc, il n'y a pas besoin de pré-traiter, etc. Et après, il y a le style d'écriture, où là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de data, parce qu'en fait, on va entrer ce qu'on appelle du style transfert, ça veut dire qu'on va prendre quelques phrases de la personnalité et l'IA est entraînée pour imiter sa manière d'écrire à partir d'exemples. Et ça, notamment sur Van Gogh, le français, ça représente 10% de l'ensemble des lettres. Donc, un peu un échantillon qui soit quand même représentatif, mais qui soit petit, suffit pour justement commencer vraiment à travailler sur sa manière de s'exprimer. Et le but, c'est vraiment de nous fournir l'accès à toutes ces données. Et nous, après, c'est vraiment intégrer en interne et il n'y a pas forcément besoin, vous, d'avoir de travail supplémentaire sur annoter les documents, etc. C'est vraiment l'avantage des IA génératives, c'est qu'elle apprend, elle sait lire, elle sait, il n'y a pas besoin d'annoter, de savoir ça c'est la date de naissance, ça c'est la ville de naissance, etc. Non, on prend vraiment toutes les données brutes et après nos IA, vu qu'on est sur des larges modèles, ils comprennent parfaitement à décrypter et à trouver les bonnes informations par eux-mêmes, quoi. D'accord, donc si on est sur des lettres manuscrites parfois difficilement lisibles, ça ne peut pas créer des... Il faudrait s'appuyer sur les lettres quand même celles que vous avez numérisées. Oui. Même numérisées, l'écriture des fois est vraiment très difficile à lire. Même parce que vous n'avez pas la transcription. De beaucoup. Je pense que si on commence par tout ce qui est transcrit, c'est déjà énorme. Il y a énormément de choses publiées. Ouais. Le mythe du docteur qui écrit pas bien, c'est pas qu'un mythe, quoi. Peut-être qu'il y a un échange à avoir entre. C'est ça. Après, il faut vraiment pour projeter comment voilà. Il faut vraiment échanger ensemble, voir votre base de données, voir ce qui est possible de faire et d'avancer. À chaque fois, de toute façon, on est vraiment sur de la prestation de service et vraiment d'accompagner un projet dans sa globalité. Ça va pour toi, Ginny? Oui, parfait. Va bien. Merci.
Il y a Véronique qui m'a adressé un message aussi pour savoir comment vous faites au niveau des voix. Est-ce que pour Van Gogh, il y avait des enregistrements audio? Non, pas du tout. Là, on va être sur une interprétation à partir, en effet, des bribes. Donc, voilà, il faut qu'il ait un accent hollandais, néerlandais, qui parle français, avec une voix plutôt rauque. Donc ça, après, voilà, c'est en fonction des descriptions que Wouter a pu identifier dans les différentes lettres, etc., d'avoir une voix qui incarne au plus proche Van Gogh, mais ce ne sera pas sa voix, ça c'est sûr. Merci beaucoup. On avait une question par rapport aux dates de l'exposition et Wouter a eu la gentillesse de les mettre dans le chat. Je les remettrai dans le message que je vous enverrai à tous avec les supports, si vous voulez voir cette exposition. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je vais y aller, c'est sûr. On est au bout de l'heure prévue. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous aurez les contacts de Christophe, vous aurez les contacts de Wouter aussi. Vous pourrez continuer des échanges par rapport à vos besoins et aux personnages célèbres peut-être de vos territoires, qu'ils soient d'ailleurs historiques ou fictifs, hein, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi des personnages fictifs qui prennent vie. Oui, effectivement, ce serait super d'avoir Bartholdi à Colmar, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. On a des sacrés personnages historiques en Alsace. Cet exemple de Van Gogh prend plein de sens quand on pense voilà, aux personnages qui ont traversé l'Alsace ou qui sont nés en Alsace. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, je trouve que votre action, en tout cas, Wouter, Christophe, est hyper intéressante. On regardera de près tout ce que vous allez produire. J'espère que ça vous a donné à vous, acteurs du tourisme, des idées. N'hésitez pas à vous rapprocher de Christophe. Christophe sera là aussi le 4 mai au Grand Marché des petits producteurs de l'innovation. Ça peut être un moment pour vous d'avoir un échange concret avec lui sur les besoins de votre territoire ou de votre site. Voilà, c'est la fin de cette mensuelle. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt pour la prochaine, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.